Bonsoir de nouveau pour la deuxième partie de cette émission sur le Hirak, ce génie des peuples dont il ne faut jamais désespérer, et surtout pour aborder un aspect des choses qui reste très sombre, du moins inexpliqué à ce jour, c'est cette caractéristique ou ces caractéristiques du Hirak à travers des manifestants, un Hirak des manifestants, un mouvement qui se comptait en millions de manifestants à chaque rendez-vous, le mardi et le vendredi. Le mardi surtout pour la jeunesse, les étudiants, et le vendredi pour tout le monde, pour tous les Algériens, dans tout le pays, même si certaines régions étaient beaucoup plus présentes que d'autres. Mais là où vraiment ça continue à poser question, et que ce système qui a vraiment tout fait pour éloigner le peuple algérien de la chose politique, en fait, en somme, et pour rester clair, pour le dépolitiser, pour le priver, le déraciner de sa conscience politique, et pire encore, par des moyens de propagande, de discorde, de division des populations, de corruption de masse, de corruption des élites, d'émulation malsaine. Il a réussi ce que même les différents colonialismes successifs n'avaient pas réussi, à arracher des tréfonds de ce peuple ses plus belles valeurs, au point où nous sommes devenus l'une des sociétés les plus inciviques de la planète. Et quand je dis de la planète, ça veut dire les pays les plus privilégiés, comme ceux qui sont par exemple autour de la Méditerranée. Comment s'est-il fait dans ces conditions que des gens, pendant 2 générations entières, qui ont été littéralement lobotomisés, comment ont-ils pu récupérer, recouvrer presque instinctivement cette capacité magnifique au civisme, à la haute conscience politique, à la solidarité, à la communication d'une façon absolument incroyablement organisée. Comment le Hirak a été possible? Comment a-t-on pu mener une action populaire aussi vaste, aussi profonde, aussi déterminante, sans violence, sans casse, sans heurts, y compris avec ce qu'on appelle les forces de l'ordre? C'est la question que je vais poser à mes invités qui sont ici avec nous. Nora Bekouche, militante, médecin, militante politique pour la démocratie en Algérie. Nora, merci d'être avec nous. Merci Jamaldine pour l'invitation. Bonsoir à tout le peuple algérien. Saha Ramdanou, Ramadan Moubarak, Saha Ftourham également, notamment là on commémore cet anniversaire, la veille du Hirak, pendant ce mois sacré. Donc ravi de le partager avec vous ce soir. Merci. Et avec nous aussi Karim Bouzid, militant des droits de l'homme, journaliste. Karim Bouzid, merci d'être avec nous. C'est à moi de vous remercier pour cette invitation. Bonsoir madame. Des salutations pour l'ensemble des téléspectateurs. Une pensée pour tous ces Algériens et les Algériennes qui croupissent dans les prisons ouvertes par le président Tebboune. En fin de compte, son projet national est de faire de cette Algérie une grande prison à ciel ouvert. Mais, puisque vous en parlez, je vais rester avec vous, alors que la galanterie m'aurait dicté de commencer par Nora. Oui. Mais je pense qu'on est adepte de la parité. Voilà. Vous voulez la parité, voilà la parité. Je pense que la parité nous autoriserait à être allez. Alors, justement, vous parlez de M. Tebboune
qui a récupéré le Hirak, qu'il a rebaptisé à son avantage le Hirak al-Mubarak, le Hirak béni, parce que lui considère que c'est grâce au Hirak qu'il est devenu président. Mais le plus curieux dans cette histoire, comment d'un côté il appelle ce mouvement le Hirak al-Mubarak, et de l'autre côté pourchasse-t-il avec une telle férocité tous les hirakistes, tous les militants du Hirak, puisque les prisons aujourd'hui ne sont pleines que de hirakistes. Je pense que c'est dans la logique du pouvoir. Au préalable et au final, Tebboune n'est qu'une façade de ce pouvoir militariste. Le pouvoir est entre les mains de l'institution militaire. Il n'a jamais été question que l'institution militaire se désengage du centre de prise de décision et que l'installation et l'intronisation de Tebboune y sert à la consommation extérieure. Tout le peuple algérien est conscient que la problématique essentielle en Algérie se résume au refus du pouvoir militaire, à ce qu'il y ait une alternance sur le pouvoir. Maintenant, que ce soit Tebboune ou un autre personnage, importe peu, puisque la question centrale, il y est directement et exclusivement à cette question d'alternance sur le pouvoir. Maintenant, venons au président Tebboune. Il est président par la force d'élections truquées, d'élections qui ne sont pas légitimes, d'un suffrage qui ne s'est pas exprimé dans des conditions politiques que nous savons qui n'allaient pas permettre justement que le peuple algérien puisse s'exprimer librement et démocratiquement. Le pouvoir, à travers le personnage de Tebboune, est en train de mener l'Algérie à une dérive à la fois institutionnelle, puisqu'il piétine sur le premier texte fondateur qui est la Constitution, et puis, plus important aussi, et de dire aujourd'hui que toutes les décisions économiques, toutes les décisions politiques que ce pouvoir prend n'ont pas d'effet sur la société algérienne d'abord, et puis ne présentent pas pour le peuple algérien un projet de développement, un projet national cohérent pouvant permettre justement à notre pays d'avancer ou de réaliser une avancée, une évolution, un saut qualitatif dans tous les domaines. Il n'y a qu'à voir le Front social, comment est-ce qu'il est verrouillé, il n'y a qu'à voir comment les syndicalistes des syndicats autonomes sont mis en prison, sont mis sous des décisions de contrôle judiciaire à travers une justice ordonnée par ce système policier et militariste. Il n'y a qu'à voir comment est-ce que les partis politiques tels que les bastions historiques d'opposition en Algérie, tels que le RCD, tels que le Front des Forces Socialistes, le FFS, ont été normalisés et ont été appelés à ce qu'on appelle, dans notre jargon politique, l'irrésistible attrait de la mangeoirie, c'est-à-dire aller participer encore à des élections locales qui ne servent à rien, parce qu'on ne sait tous qu'effectivement, les représentations communales, qu'elles soient élues, démocratiquement ou pas, n'arrivent pas à prendre en charge les besoins, puis les besoins des Algériens en termes de démocratie, en termes de liberté, en termes d'éducation, en termes d'épanouissement, en termes de culture. Toute la problématique, elle est là. Oui, je vous le rends. Nora, le Hirak, comment cela a-t-il été possible? Nous sommes Algériens, nous n'allons pas nous mentir. Encore que moi, je suis beaucoup plus vieux que vous, fort heureusement pour vous d'ailleurs. Moi, quand j'étais petit, les Algériens étaient autrement conçus. Nous étions pleins de vertus ancestrales que tous les colonialismes successifs n'avaient pas réussi à extirper de notre conscience collective. Je connais votre maman, elle vous en a parlé, vous l'avez entendu, nous l'avons entendu ensemble. Donc, et après, avec l'avènement de ce nouveau régime, depuis l'indépendance, tout a été fait pour polluer en profondeur le peuple algérien, et ça a réussi à un point incroyable, au point où aujourd'hui nos rues sont des poubelles à ciel ouvert, où nous marchons dessus les uns et les autres pour une bouchée de pain, où nous sommes corruptibles à qui veut bien nous corrompre, et je passe sur tout le reste.
hein, que nous savons tous très bien. Et ces caractéristiques que je pensais personnellement profondément ancrées dans l'âme algérienne, le jour du Hirak, il s'est avéré que ce n'était que de la poussière, qui n'avait pas pénétré notre âme, puisque ce peuple a été capable de mener un tel Hirak pendant des années. Nos rues sont devenues du jour au lendemain très propres, le civisme a repris ses droits de cité, les gens sont devenus très aimables les uns avec les autres, la harga s'est arrêtée quasiment du jour au lendemain, les gens sont devenus bons voisins, chaque semaine on manifestait 2 fois dans la joie et la bonne humeur, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de casse. Après les manifestations, les manifestants nettoyaient les rues. Comment cela a été possible? Comment cela a été possible? Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'en finis pas de poser la question à tous les experts possibles et imaginables qui pourraient me l'expliquer, nous l'expliquer. Ben, on va essayer, puisqu'on est algérien et on a vécu en Algérie, donc c'est vrai que comme ça, même d'ailleurs 7 ans après le Hirak, quand on voit l'état, la léthargie peut-être, pour X raisons, hein, dont la répression est bien sûr principale raison, on se dit non, ça c'est... Enfin voilà, on est pratiquement, on désespère, hein, on se dit non, c'est foutu, hein, on est mal barré, c'est foutu. Moi je pense, ça c'est mon opinion, après on peut la partager ou pas, et ça, on revient un petit peu à l'importance de certaines choses ou de certains fondamentaux dont peut-être la principale, on parle c'est l'espoir. Pour moi, le premier... C'est curieux, avant vous, l'invité Mouradina a dit exactement la même chose. L'espoir. Pourtant, j'ai pas... Oui. L'espoir qui a été le principal véhicule absolument, de toutes ces valeurs qui ont réémergé. Tout à fait, parce que quand tu perds espoir, premièrement, les 2 autres peut-être points qui sont également importants, mais qui sont liés à ce premier point qui est vraiment cardinal, c'est l'espoir, c'est la liberté. Pouvoir être celui qu'on est, pouvoir s'exprimer, exprimer son opinion. On veut pas. Voilà, c'est rien que de le dire, ça te libère d'un poids immense. Et ça permet de laisser libre cours au fait à ce que tu es réellement intérieurement, parce que comme tu as dit, c'est que de la poussière, c'est qu'une carapace. Peut-être c'est de l'autodéfense. Peut-être également, c'est quand des fois, on essaye de se faire du mal, on fait du mal à la rue, hein, enfin, elle n'est pas propre et tout, mais c'est pour se faire du mal à la personne elle-même. Et également le sentiment... On s'autoflagelle, absolument, on se punit. C'est ça, on se punit parce que c'est dommage d'avoir un si beau pays et finalement de ne pas profiter de ce que ce pays nous donne, de richesse, de tout, naturel, humaine, enfin c'est un tout. Le deuxième également, et ça c'est lié, c'est l'appartenance, le sentiment d'appartenance. Quand tu sais que c'est à toi, cette rue elle est à moi, ce pays il est à moi. Donc moi, je veux que ça soit la plus belle rue, je veux que ça soit le plus beau pays, je veux que ça soit... Et ce jour-là, ils ont renoué avec... Absolument, pour moi, c'est une conscience collective que finalement, on a cet espoir de reprendre ce qui est à nous, et on a... De par cet espoir-là, donc je me sens appartenir à cette terre, mes semblables qui sont mes frères, le voisin, celui qui est dans la rue, tout le monde, enfin les gens ne se connaissaient pas, hein, beaucoup, il y a eu beaucoup d'interactions intergénérationnelles aussi, ça ce qui était extraordinaire, des femmes, des hommes, des enfants, des vieux, donc c'est tout ça, a fait émerger ce que réellement
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, peut-être, je suis en train de réfléchir en c'est de vous la écoutant, est-ce que le fait de se sentir entouré par autant de compatriotes qui tous convergent vers les mêmes aspirations, les mêmes aubes espérées, est-ce que le fait de se sentir entouré, forgé, cimenté par une même conscience politique, de mêmes horizons espérés, est-ce que tout cela n'a pas aussi joué dans ce sens que vous décrivez? Oui, absolument. Tout est lié parce que ça te donne des ailes. Finalement, tu te dis, ah oui, je ne suis pas peut-être isolée, ou puisque tu t'exprimais pas, l'autre aussi, tu sais pas ce que l'autre pense. Est-ce que réellement il aspire à cette liberté, à se dire ce qu'on a envie de dire sans craindre la moindre des choses, pouvoir, ah oui, moi je veux d'une Algérie comme ça, ah oui, peut-être on n'est pas d'accord sur certains points, mais c'est pas grave. Ah, mais le plus important, on voit on regarde surtout dans la même direction. Et ça, et le fait aussi, ça te donne également, enfin, c'est le cercle vicieux, ça te donne de l'espoir encore plus, donc tu montes un peu dans... C'est plutôt un cercle plutôt c'est pas vicieux, vicieux, non, c'est dans l'autre sens, c'est un cercle... Valeureux. Absolument, peut-être, si on peut lui donner... Vertueux. Oui. Et en même temps, ça te donne de la force. Tu n'es pas seul, tu n'es pas isolé dans ton coin. L'autre, il est là, il te donne la main, et on se donne la main, et on est, je suis pas je suis, on est là, Algériens entre nous, et on est fort. On y va en marchant. On y va en marchant, et on sait où on va, et on regarde dans la même direction. Karim Bouzid, sur ce point, sur cet aspect des choses. Sur cet aspect des choses, moi je pense qu'il y a une autre façon de voir. Je pense que le peuple algérien, par désespoir, se cherche une autre perspective. On a vu à travers l'histoire de notre pays, de notre peuple, de la bataille de Zouma, en passant par l'affrontement avec les armées de la péninsule arabe qui sont venues en Afrique du Nord, et aussi à travers la résistance du peuple algérien face aux autres entités humaines qui sont venues coloniser l'Afrique du Nord, et notamment l'Algérie. On a vu comment le peuple algérien, par désespoir de ces systèmes qui sont venus se greffer sur notre société, comment est-ce que le peuple algérien a su, par désespoir de leur justice, de leur équité, de leur système, comment construire un autre horizon pour se libérer, pour construire une dynamique de résistance. Et qu'aujourd'hui, comme l'a fait le peuple algérien durant la guerre de libération, par désespoir face au colonialisme français, et que par désespoir face à ce système militariste algérien, le peuple algérien se construit d'autres moyens, d'autres outils de résistance et de lutte pour rechercher cette liberté, cette émancipation, cet horizon national pouvant lui garantir justement de s'exprimer, de se reconstruire et d'espérer, comme le dit si bien Madame, d'espérer d'avoir des horizons de réalisation de soi, de réalisation politique, économique et sociale. Aujourd'hui, c'est vrai que les temps ils sont difficiles, que la répression qui s'abat sur le peuple algérien est des plus féroces, parce que d'abord elle est institutionnalisée, la justice est instrumentalisée, et qu'aujourd'hui, beaucoup d'entités politiques ont été normalisées, que l'opposition politique est cadenassée, que le champ politique est fermé, que le champ médiatique est toujours verrouillé, que les seules plumes qui sont permises de s'exprimer sont les plumes et les voix qui caressent le pouvoir dans le sens du poil. Mais il reste encore toujours des Algériennes et des Algériens debout, porteurs de lutte et de résistance, tels que les syndicats autonomes, à travers la contestation sociale de l'ordre
policiers répressifs établis, mais aussi à travers des personnalités politiques nationales telles que Karim Tabou et d'autres personnalités qui s'expriment avec beaucoup de résistance, avec beaucoup de courage, qui proposent au peuple algérien un autre projet politique cohérent pouvant permettre justement une démocratisation de la vie politique, de la vie économique, de la vie sociale. Moi, j'aimerais vous poser une question qui n'est vraiment pas dans le sujet, je ne peux pas la laisser passer. Tout à l'heure, vous avez parlé de ces hordes d'Arabes venus islamiser, que vous avez assimilés. Moi, je ne dis pas que ce ne sont pas des gens qui ne sont venus que pour islamiser. On sait qu'ils ont prélevé des impôts, qu'ils ont rasié, je sais tout ça. Mais pourquoi seulement vous évoquez ces hordes arabes seulement? Pourquoi vous n'avez pas parlé des Byzantins, des Romains, de toutes les invasions successives? Pourquoi cette fixation sur les Arabes, dont beaucoup sont restés avec nous, ils sont devenus des Arabo-berbères, dont beaucoup sont venus beaucoup plus tard, en 1050, avec les Beni Hillel et Soulaym, qui sont venus très, très nombreux et en vagues successives qui ont duré 50 ans, qui sont devenus des Arabo-berbères. Faisant partie de l'entité nationale. Partie de nationale. Pourquoi vous ne parlez que des hordes barbares? Vous avez raison de soulever ce point, mais je vous rappelle que je n'ai pas utilisé l'expression horde. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Oui, votre ressenti n'est pas identique à l'expression que j'ai utilisée. Mais qu'est-ce que vous avez dit au juste? J'ai dit que la résistance du peuple algérien face aux envois de la péninsule... Non, vous n'avez pas envoi, vous avez utilisé un mot très péjoratif. Non, j'ai dit par rapport à ce qui est venu de la péninsule arabe, à ce qui est venu d'autres horizons géographiques, tels que Rome, tels que la France. Non, vous avez dit arabe, c'est tout. Les musulmans. J'ai dit la péninsule arabe. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Non, mais est-ce que vous ne pensez pas que je vais vous laisser venir. Est-ce que vous ne pensez pas que ce genre d'approche, qui n'ont rien à voir avec le sujet dont on parle, c'est quasiment importé, pourquoi user de ce genre d'arguments qui ne font que diviser un peuple dont nous essayons aujourd'hui de sublimer l'union, de sublimer la fraternité? Au contraire, j'ai dit, je n'ai pas stigmatisé ceux qui sont partis maintenant, aujourd'hui, par la force de l'évolution et de l'histoire et des échanges, ceux qui font partie de l'entité nationale. Je dis seulement qu'à travers cette évolution, ce processus historique, que le peuple algérien, il a fait de la résistance, à toutes ces peuplades qui sont venues d'horizons différents. Et je n'ai à aucun moment fait référence à l'islam et aux autres entités culturelles qui sont venues se greffer. C'est comme ça que je l'ai ressenti et j'imagine que les téléspectateurs ont dû le ressentir comme ça. Votre ressenti peut être légitime, mais ce n'étaient pas les expressions et les mots et les pensées que je voulais exposer aujourd'hui ici avec vous sur ce plateau. En tout cas, moi je déplore, je vous le dis en face, je déplore qu'à chaque fois que nous sommes dans un sujet qui n'a rien à voir avec cette querelle arabo-berbère, qui est une vraie gêne, qui est un vrai poison très toxique, à un moment où on commémore le Hirak de jeter ça dans la mare, je ne comprends pas, mais je vous l'ai dit comme je le pense, mais je ne vous reproche rien, vous êtes libre, nous sommes en direct, vous pouvez vous exprimer et dire tout ce que vous voulez. Aussi, je ne vous permets pas de caricaturer mes propos et de les ghettoiser et de les transformer, que ça a été une attaque ou une stigmatisation d'une quelconque composante de l'entité nationale. Ça n'a pas été mon propos, je vous la rappelle. Maintenant, vous en faites une fixation, ça n'a pas été mon propos, je vous la rappelle encore. Je dis simplement, et c'est ce que j'ai dit, et je ne rectifie rien, que le peuple algérien, dans son entité, a fait face à travers son histoire, à résister aux différents facteurs qui sont venus se greffer à et nous laisserons nationale. les téléspectateurs seuls juges, puisqu'ils nous ont écoutés, comme je vous ai écouté. Et voilà, et c'est tout. Je voulais faire cette parenthèse, mais vous êtes libre de dire ce que vous voulez, bien sûr. Et moi, je suis libre de vous en faire la remarque. Votre remarque
Et reste votre remarque, mon propos ne peut pas être déformé de cette façon. Très bien, parfait. Alors, nous allons poursuivre, mais nous allons écouter M. Bedoui, je crois, qui était Premier ministre à l'époque et qui nous avait gratifié d'un petit discours truculent, pour le moins. Nous allons l'écouter. فالجزائر خرجت من عنق الأزمة قوية وقوية وقوية، فلا داعي لتثبيط الهمم ونشر اليأس، خاصة لدى شبابنا الصاعد، فنحن مواصلون مرحلة البناء والتشييد، ولن نسمح لأي كان بأن يمس بأي من مكتسباتنا التي حققتها بلادنا أجيالا بعد أجيال لفائدة أبناء وبنات هذا الوطن العزيز. L'habituelle langue de bois pour rester gentil. Je rappelle que ce monsieur a été jeté en prison. Il est en prison en ce moment avec 2 autres premiers ministres de ses homologues. Et que, pour dire que ce régime a été incité par le Hirak à s'autophagier, à devenir cannibale, à s'auto-cannibaliser à un point jamais observé dans dans ce genre de purge pour faire le vide autour de M. Tebboune, pour le laisser libre de toute entrave, parce que Gaït Salah pensait qu'il allait rester et que c'était lui le roi derrière le roi de façade. Mais pour vous dire qu'à l'époque, à ce moment de Hirak, il n'hésitait pas à nous débiter n'importe quoi. Et que malheureusement, ça n'a pas changé. Et nous essayerons de comprendre ce côté pchit du Hirak, encore que ça me coûte beaucoup de prononcer cette onomatopée. Ces gens du régime, pourquoi est-ce qu'ils se pensent tous les uns après les autres, et les uns après les autres finissent tous par se faire éjecter, évacuer, tuer, assassiner, emprisonner, mais à chaque fois que quelqu'un est dans le pouvoir, au moment où il est dans le pouvoir, il est frappé de la même suffisance, il est frappé de la même arrogance, et il continue. Et Tebboune, après eux, qui a fait sa traversée du désert et qui a su ce que c'était que d'être évacué, aujourd'hui, il est dans le même autisme politique et il continue à pratiquer cette autosuffisance, cette autosatisfaction de soi-même. Qu'est-ce qui explique ça ? Tout simplement, c'est des personnes qui sont choisies sur catalogue, choisies pas au moment où ils prennent le pouvoir, mais qui sont choisies bien avant, depuis longtemps. Ils sont choisis, formés, conditionnés, et au moment où ils prennent le pouvoir, comme là, ils obéissent au doigt et à l'œil à ce que leurs maîtres, ceux qui l'ont porté jusqu'au là où ils sont, à dire ce qu'on leur demande de faire, en fait. C'est des marionnettes, ils sont tous des marionnettes qui ont profité du système, certes, sur tous les plans, que ce soit eux et leur famille, leurs proches. Ils ont eu leur part du gâteau, mais ils obéissent, c'est tout. Hein. C'est pour ça que c'est une photocopie. Hein. Tu les passes, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Mais Nora, justement, pourquoi certains, et c'est pour ça que moi je n'aime pas mettre tout le monde dans le même panier, c'est pour ça que je continue de croire que de ce système, aussi médiocrate, aussi mafiocrate soit-il, il y a quand même de grands commis de l'État. C'est un peu grâce à eux quand on appuie sur l'interrupteur, il y a de la lumière. Quand on ouvre le robinet, il y a de l'eau, un tant soit peu. Il y a quand même une gestion du pays aussi minimaliste soit-elle. Pourquoi les autres commis de l'État, il y en a, Dieu sait combien, généralement invisibles et invisibilisés, pourquoi ne sont-ils pas dans la même démarche alors qu'ils peuvent se le permettre ?
Ils ont des pouvoirs, ils peuvent eux aussi faire de la surenchère dans la brosse à reluire, faire de la surenchère entre l'agitation de l'index, et qui pourtant ne le font pas. Ce sont des gens qui servent, ils sont au service de leur sacerdoce, de leur profession, de leur vocation, et qui ne se risquent jamais à de tels... Pourquoi y a-t-il cette différence on ne peut pas dire que tout au sein d'un même système? Oui, dans le même système, il y a ceux qui échappent un petit peu au radar, ceux qui, quand même, ils ont... c'est pas blanc ou noir. Il y a des gens qui ont, forcément, dans ce système, qui ont des principes, mais même s'ils n'utilisent pas la même terminologie ou ne sont pas utilisés de façade comme ça pour un peu mater le peuple, ils ne disent rien également pour ou contre ça. Ils ne sont pas contre le peuple, mais ils ne sont pas également avec le peuple. Ils sont... voilà, ni ou mimi. Mimi. Mais néanmoins, pour un peu la résistance, pour moi, la résistance du peuple algérien, qui est, on l'a vu, ce peuple a résisté à ce système. Donc, le Hirak 2019, il n'est pas venu comme ça également. Hein, c'est quand même, il y a eu, on ne va pas dire, il s'est passé des choses avant 2019, depuis 62. Donc, et aussi, c'est la résistance du peuple. On essaie un peu, c'est le prolongement de la résistance du peuple contre le colonialisme. Et ça, c'est une forme de néocolonialisme. Quand tu n'as pas la liberté de t'exprimer, rien que d'exprimer ta pensée, ton opinion, de même dénoncer la corruption, c'est-à-dire même tu n'as pas le droit, on voit quand tu dénonces une corruption, c'est pas celui que tu as dénoncé qui risque quelque chose, c'est toi qui vas risquer ça. Donc le peuple algérien, la résistance du peuple, on ne va pas aller trop loin pour rien, c'est le colonialisme, c'est contre cette forme de colonialisme. Du moment que tu n'es pas libre, tu n'es pas libre, que ce soit le colon, il est étranger ou il est comme toi. D'ailleurs, c'est plus compliqué, c'est plus difficile quand tu as quelqu'un qui est censé être ton frère et finalement, c'est lui qui te fait... les pires misères. Les pires misères, oui. Monsieur Bouzid, cette purge, cette comment dirais-je, grande opération de cannibalisme, ils sont mis à se bouffer les uns les autres, à s'envoyer en prison, à fuir le pays, à se lancer les uns les autres les pires accusations. Est-ce que ça a été dicté seulement par le désir de Gaïd Saleh de ménager un grand vide, de faire le vide autour de son dauphin, pour qu'il puisse régner à l'aise et tranquille, ou est-ce que c'est le Hirak qui les a affaiblis au point de les diviser? Je pense que c'est la grande diversion qui a été mise en scène, réalisée par le pouvoir en place. Pourquoi? Même l'opposition est tombée dans le piège pour analyser l'apport des personnes pour le changement ou bien contre le changement. Je pense que le débat gagnerait à se focaliser sur le rôle des institutions, leur vocation et leur mission institutionnelle. Je pense que s'intéresser au sort de Bedoui et consorts n'apporte rien de substantiel, de positif au débat démocratique, encore moins à la mobilisation citoyenne en Algérie. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de reposer les véritables questions concernant la mission institutionnelle de l'institution militaire, qui doit retrouver sa vocation et ses missions constitutionnelles, et la mission constitutionnelle de toutes les autres institutions de contrôle, d'évaluation et d'exécution, et de législature aussi. Pourquoi? Parce que quand les institutions retrouvent leur vocation et leur mission constitutionnelle, l'exercice politique du pouvoir devient démocratique et l'alternance au pouvoir devient possible par les urnes, c'est-à-dire de façon
démocratique, civilisé, où les Algériennes et les Algériens pourraient, lorsque les conditions politiques seraient réunies, s'exprimer librement, démocratiquement, afin justement d'asseoir une forme démocratique de gouvernance, qu'elle soit locale, qu'elle soit nationale, basée sur des fondements démocratiques. Aujourd'hui, le débat doit se focaliser sur comment retrouver des institutions respectant leurs missions constitutionnelles, que de débattre justement des destins individuels de personnes ayant occupé de hautes fonctions de l'État, parce que c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous analysons, nous disons qu'effectivement, quoi qu'il en soit, même si ces personnes sont honnêtes, ils n'arrivent pas à apporter quelque chose de positif pour cette Algérie, ils n'arrivent pas à permettre à cette Algérie de retrouver cet essor tant rêvé par l'ensemble des Algériennes et des Algériens, par l'ensemble des partis politiques, par l'ensemble de la classe politique, par l'ensemble du personnel politique existant. Et le pouvoir vient de réaliser une mutation importante qui est celle de faire de la purge. Et la purge des personnes n'arrange rien, ne change rien à la vie des Algériennes et des Algériens. Le verrouillage qui est en train de se faire à la fois sur le plan politique, sur le plan syndical, professionnel, sur le plan social, et des plus terribles. Aujourd'hui, je pense que avec la tombée, c'est-à-dire avec la chute des derniers bastions d'opposition politique tels que le RCD et le FFS, ça ne peut pas être une bonne nouvelle pour les Algériennes et les Algériens. Avec le verrouillage de la vie syndicale, avec l'emprisonnement des syndicalistes, avec la mise sous contrôle judiciaire des responsables de syndicats autonomes, ce n'est pas quelque chose de positif aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui un président de la République qui gère le pays avec ses sauts d'humeur, qui tient un discours qui n'est pas des niveaux d'un président proposant aux Algériens un projet national cohérent, pouvant permettre une industrialisation qui serait au service de notre économie, de notre agriculture, pouvant relever le niveau de rendement de notre agriculture. Nous n'avons pas un président qui a un projet national pour l'éducation, pour l'université, pour les centres de recherche. Nous n'avons aucun débat qui est lancé sur la souveraineté numérique, sur les défis d'aujourd'hui et de demain. Et qu'en est-il de notre sécurité nationale? Qu'en est-il de notre défense nationale? Qu'en est-il de notre souveraineté militaire quand on sait que la globalité de notre armement est un armement qui est importé et qu'en cas de conflit, les décisions qui seraient prises dans les pays auprès desquels on s'approvisionne dépendrait notre décision de sécurité nationale. Peut-être faut-il apporter de l'eau à votre moulin et apporter une petite précision pour une meilleure compréhension de ce que vous êtes en train de dire, que par exemple un avion Sukhoi, dernière acquisition, dernier cri, akhar sayha, qui m'égoulou, si demain nous ne sommes plus d'accord avec l'URSS, ce Sukhoi-là, la Russie, pardon, elle pourrait l'arrêter en plein ciel, depuis Moscou. Oui. C'est pour dire que celui qui importe de gros armements dans ce genre-là, il reste dépendant de ceux qui le fabriquent. Oui. Tout ça pour dire qu'effectivement, notre sécurité nationale est mise à mal par l'absence d'une souveraineté nationale. Et qu'en est-il aussi du numérique? C'est une question très très importante. Je pense qu'aujourd'hui, on gagnerait tous à poser la problématique des institutions, le rôle des institutions, les missions constitutionnelles des institutions, pour en limiter justement l'accaparement d'une institution telle que l'institution militaire, son accaparement du pouvoir national, du pouvoir décisionnel. Puisque la question, elle est là. Je regarde aujourd'hui de voir que des bastions d'opposition politique se rangent en file derrière d'autres partis normalisés à l'appel de la mangeoire. Appel de la mangeoire, l'appel l'irrésistible attrait de la mangeoire, Dixit Aït Ahmed Selhossein d'Al-Hussein. Lui disait mangeoire dans l'expression consacrée, on dit l'irrésistible appel du râtelier.
Dernier tour de micro. Nora, vous que j'ai connu au Hirak. J'ai été étonné pendant le Hirak de voir les grandes corporations, les vraies élites de ce pays jusque-là invisibilisées, ou qui s'auto-invisibilisaient par peur, par je ne sais quoi d'autre. À l'occasion du Hirak, elles se sont manifestées en force d'une façon absolument incroyable. Comment expliquez-vous que le téléphone dérange, je suis désolé, je ne l'ai pas mis en... Comment expliquez-vous que le Hirak a été l'occasion pour les élites de ce pays de sortir du bois, de rejoindre leur peuple, d'aller manifester, de faire entendre leur voix? Je vous rappelle, par exemple, que pendant le Hirak, nous avons pour la première fois vu émerger des associations de médecins hirakistes. Nous avons vu émerger des associations de juges, le club des sons, vous vous rappelez? Ce fameux juge, le jeune juge qui par la suite a eu tellement d'ennuis, dans la corporation la plus corrompue du pays, la corporation des magistrats véreux. Ce jeune juge a émergé et il s'est fait entourer de 100 premiers magistrats qui sont contre la corruption et pour le peuple et pour la démocratie, qui ont été vite neutralisés. Mais il y a eu d'autres corporations, des universitaires, des historiens, Comment expliquez-vous cette floraison de ces élites à l'occasion du Hirak? C'est une élite qui est, enfin une élite peut-être dormante. Oui, c'était le cas en effet. Ouais, qui est là, et elle est là, mais c'était l'occasion pour qu'elle puisse participer à ce mouvement déjà, comme on a dit au début, qui était vraiment général, intergénérationnel. Il rassemblait au fait toute la société, tout le monde. Et donc, mais cette élite n'a pas fait son travail comme il se doit. C'est une élite qui, elle devait être leader, on va dire. C'est elle qui est, on va dire, au début, enfin, comme on dit, les marches, le Hirak et tout, mais c'est une élite qui était dormante, qui s'est réveillée. C'est vrai que c'était assez exceptionnel, mais qui est peut-être c'est la première qui est rentrée, qui est dakhlet, comme on dit. Donc, même question pour finir. Je pense qu'il ne faut pas accabler l'élite et les militants politiques parce que, au mieux, cette élite et ces militants politiques ont essayé d'apporter une contribution quand même conséquente à l'éveil des consciences et du projet national. Pourquoi? Parce qu'à travers l'engagement d'une grande partie de cette élite dans les syndicats, dans les partis politiques, dans la société civile, ils ont essayé quand même de mobiliser les Algériens pour d'abord formuler et pour mobiliser l'ensemble des Algériens et des Algériens autour de dynamiques de contestation de ce pouvoir, de cette dictature. Je pense que tout le blâme est à jeter sur ce pouvoir qui a l'outil de répression. Il a la police, il a la justice, il a la gendarmerie, il a les services de sécurité, il a les moyens de propagande, il a la caserne, il a utilisé tous les outils de manipulation, de propagande, de répression, d'emprisonnement, de kidnapping, et on en sait beaucoup sur les pratiques de ce pouvoir. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait encore encourager cette élite et ces militants politiques à donner encore plus, c'est vrai, mais je ne suis pas d'accord pour les accabler. Au mieux, ils ont essayé de survivre, de résister,
Et c'est ce qu'a fait le peuple algérien à travers son histoire. Il a résisté pour garder son authenticité face à l'entrisme de toutes les identités qui sont venues d'un peu partout. Merci, Karim Bouzid, merci Nora Bekouche, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Nous allons finir cette émission avec des chants et des images du Hirak. Restez avec nous avant de retrouver Salim Saleh et ses invités.